Et ben, c'est super, si vous voulez, on peut commencer. Et puis s'il y a des gens qui se connectent, ouais, bah, ils se connectent entre-temps, c'est pas très grave. Donc c'est déjà enregistré, Steven a déjà fait en sorte que ce soit enregistré. Ensuite, les vidéos seront disponibles, je sais pas où, ce sera sur le cloud. Donc après, je sais pas où, je pense qu'on aura un lien et on pourra voir les replays tranquillement, ouais. Ok, très bien. Donc si vous voulez, on va déjà commencer avec une prise de refuge, etc. Donc, vous pouvez vous installer confortablement. Vous Si pouvez. jamais, juste, nous, on va au salon, hein, c'est pas qu'on n'est pas là. Oui, ok, Devant le souci. beamer. Il y a pas de souci. Alors, Ah, il y a Annick qui est là aussi. ouais, ouais, ouais. Ok, tu lui feras des bises. À tout à l'heure. Ça marche. Impeccable. Très bien, donc vous pouvez vous installer confortablement. Et voilà, avec la posture habituelle, je ne vais pas vous la rappeler, vous la connaissez par cœur. Et pour l'esprit, c'est pareil. Ce qui compte, c'est d'avoir un état d'esprit stable, clair et intense. Ouais, c'est ça qui est très important. Donc, on va essayer de faire une brève méditation pour redévelopper la motivation. Bien sûr que vous avez déjà développé la motivation. Je sais que vous avez la dalle, vous avez les crocs, vous avez envie d'entrer dans le neuvième chapitre. Et donc, vous avez la motivation. C'est bien sûr pour le bien de tous les êtres, parce qu'on leur doit tout, on doit tout à tous les êtres, ouais, ce précieux corps humain, les vêtements qu'on porte, la nourriture qu'on mange, les boissons qu'on absorbe, les bouquins qu'on lit, le lit dans lequel on dort, etc. Tout, on doit tout, absolument tout aux êtres. Ouais, c'est très très important de penser à ça. Et tous les êtres, exactement comme nous, ont le souhait naturel et légitime d'être heureux, d'échapper à la souffrance. Ouais. Et comme le dit le Bodhisattva Shantideva, par confusion, ils plantent les causes de la souffrance et se détournent du bonheur comme s'ils étaient leurs propres ennemis. Ouais, donc ça, c'est très important de se souvenir de ça. Ouais, donc vous pouvez visualiser votre source de refuge, quelle qu'elle soit, dans l'espace en face de vous, à une distance d'une prosternation longue, comme si vous pouviez toucher le trône avec le bout des doigts quand vous faites cette prosternation, avec à hauteur du front, de l'entre-sourcil, si vous voulez, avec une dimension pas trop grande pour essayer de rester focalisé. En général, il est conseillé dans la tradition orale d'avoir la visualisation qui est semblable à la dimension d'un pouce, par exemple, et essayer de la visualiser, cette image claire, lumineuse, radieuse, pour éviter la torpeur et pour éviter l'agitation, de lui donner du poids, comme si elle était faite d'or pur. Ouais. Mais ce n'est pas qu'une simple image. Ouais. Le Bouddha se manifeste exactement là où les besoins se font sentir. Et donc, votre source de refuge est véritablement là, devant vous, elle vous sourit et vous accepte exactement tel que vous êtes. Et on va essayer de rester focalisé sur notre source de refuge pendant quelques instants. Et donc, il est très important d'y mettre du contenu, bien sûr. Notre source de refuge qui symbolise, qui personnifie toutes ces qualités que nous souhaitons cultiver. Et en particulier, bien sûr, la sagesse de la vacuité. Et bien sûr, le champ de bodhicitta, tous les êtres autour de nous, à qui nous devons tout, dans toutes les directions, sans aucune limite. Les êtres qui n'attendent que ça, que d'avoir toutes les conditions propices pour cultiver ce trésor intérieur qui est la nature de Bouddha, pour se perfectionner, pour obtenir le bonheur infini.
Et donc, on peut, pendant quelques instants, cultiver, bien sûr, l'impartialité infinie, observer tous les êtres d'un même regard. Ensuite, vous pouvez passer à la bienveillance, la compassion, ensuite la responsabilité universelle, puis-je faire en sorte à moi seul qu'ils échappent à la souffrance et à ses causes. Et enfin, vous pouvez cultiver bodhicitta, puis-je obtenir l'état de perfection pour le bien de tous les êtres, à votre rythme, tranquillement. Et puis, essayez d'associer cette bodhicitta conventionnelle à la sagesse de la vacuité. Nous-mêmes sommes totalement vides d'existence inhérente ou indépendante ou absolue. Les autres êtres sont totalement vides d'existence absolue. Et bodhicitta est donc totalement vide d'existence absolue. Vous pouvez renforcer la visualisation de votre source de refuge, votre maître racine, quel qu'il soit, sous la forme du Bouddha Sakyamuni, entouré par tous les maîtres de la lignée, si vous le souhaitez, et en particulier la vue profonde, la lignée de la vue profonde, à laquelle appartient le Bodhisattva Shantideva, ou simplement votre maître racine qui réunit à lui seul toutes les sources de refuge. Et on peut visualiser que tous les êtres se joignent à nous dans cette prise de refuge et dans le développement de bodhicitta. Sangye chedan tsoki choknam la chanjo bardo dani gyatso chi dagi jinzo gyebe tsoknam ki dora benjere sangye druba jo sangye chedan tsoki choknam la chanjo bardo dani gyatso chi dagi jinzo gyebe tsoknam ki dora benjere sangye druba jo sangye chedan tsoki choknam la chanjo bardo dani gyatso chi Dagi jinzo giebe tsoknamki. Dola benjir sangye dola jo. Notre maître racine, sous la forme du Bouddha Shakyamuni ou sous sa forme habituelle, est extrêmement satisfait. C'est ce dont il rêve pour nous depuis des temps sans commencement.
donc pour venir renforcer, stabiliser et bénir notre attitude qui associe la bodhicitta conventionnelle, la sagesse de la vacuité. Il vient au-dessus de notre tête, fond en lumière et vient se fondre en nous comme un flocon de neige à la surface d'un lac. Merci beaucoup. Ok, ok, on va essayer de rappeler un petit peu ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. On est en train de parler du Bodhisattva Charyavatara, ouais, du Bodhisattva Shantideva. Et donc, il est constitué de combien de chapitres? 10. 10, exactement. Qui sont... Ok. Ok, on va essayer de rappeler. Alors, je vais pas vous demander la liste, c'est pas grave. Il y a alors les commentaires. Vous pouvez retrouver plein de textes sur les commentaires du Bodhisattva Charyavatara, par exemple, comme un éclair déchire la nuit de sa sainteté Dalai Lama, qui commande surtout les premiers chapitres. Ouais, et ensuite, pour le neuvième chapitre, il y a plusieurs commentaires. Il y en a quelques-uns juste là, ici. Vous pouvez regarder les titres à ma droite. Il y a l'opalescent joyau, la nef des enfants des vainqueurs, comprendre la vacuité tant que durera l'espace, sagesse transcendante, l'art de la sagesse. Ok, donc plusieurs commentaires, je vous enverrai la liste si ça vous intéresse. Parce que c'est très important de faire une étude comparée, ouais, parce que ce domaine ici de la vacuité, c'est pas évident. C'est un texte qui n'est pas si facile. C'est important, bien sûr, de faire une étude comparée. Et ce n'est pas parce que moi, je vais parler de ce domaine-là que je l'aurai bien compris, hein. Ça, c'est très important de garder une certaine comment dire, distance par rapport à ce que je vais dire. Même si j'ai eu la chance énorme de recevoir la transmission orale du texte de Sa Sainteté Dalai Lama à Zurich en 2005, et bien sûr le commentaire, et aussi de la part de Vénérable Gengyaltsen à Nalanda avec le commentaire de Gyaltsab Sabje. Mais ça ne prouve rien, c'est pas parce qu'on reçoit la tradition orale, enfin la transmission orale, qu'on a compris le texte, hein. Loin de là. Donc il faut être très prudent par rapport à ce que je vais raconter. Ouais. Et donc de faire une étude comparée, ça c'est très très important. Oui. Ok. Très bien. Et donc, ces 10 chapitres, comme dit Sainte dans Un éclair déchire la nuit, en effet, dans la tradition Nyingma, par exemple, on réunit les 10 chapitres dans cette fameuse strophe que vous connaissez par cœur. Ouais, Chuanchu Sencho Rinpoche Ma Kyepa Nam Kigirchi, Kyepa Nyamba Me Bayon, Gone Gondo Parwa Shorui, puisse le précieux esprit d'éveil naître là où il n'est pas né, et là où il est né, puisse-t-il ne pas décliner, mais toujours s'accroître. Ouais, ça, vous la connaissez par cœur, cette strophe. Ouais, ok, très bien. Et donc, les 3 premiers chapitres sur les bienfaits de bodhicitta, sur la confession et la pratique en 7 branches en particulier, puis la prise effective des vœux de bodhisattva, ces 3 premiers chapitres sont considérés comme étant réunis dans le premier verset. Ouais, Chanshu Sencho Rinpoche, Ma Kyepa Nam Kyegurchik. Ouais, puisse le précieux esprit d'éveil naître là où il n'est pas né. Ouais, c'est pour générer bodhicitta. Ouais. Et ensuite, les 3 chapitres qui suivent, on a le chapitre 4, c'est on pourrait dire l'esprit consciencieux. C'est comme ça que c'est indiqué en tibétain. On a ensuite la vigilance et ensuite on a la patience. Ouais, c'est pour éviter de faire dégénérer bodhicitta. Ouais, parce que en particulier la colère, c'est un poison extrêmement malsain pour le développement de bodhicitta. La colère, voire même la haine, ouais, Shedang, tel que c'est mentionné en tibétain dans le chapitre 6.
Ouais, c'est extrêmement malsain pour les bodhisattvas. Des moments de haine peuvent remettre en question les réalisations sur la voie mahayaniste, etc. De haine très forte, etc. Et surtout quand ce sont des moments de haine vis-à-vis d'autres bodhisattvas, ouais, ou vis-à-vis de bodhisattvas. Ok, et donc c'est pourquoi on a ces chapitres-là. On essaie d'être consciencieux dans nos vœux. On essaie de, bien sûr, si on a pris les vœux de bodhisattva, ça ne veut pas dire qu'on est un bodhisattva. On s'entraîne à maintenir les vœux de Bodhisattva. C'est important, bien sûr, de les connaître par cœur. Ouais, et de connaître si vous les avez pris, vous pouvez vérifier tout ça dans, par exemple, le vœu de Bodhisattva de Bokar Rinpoche, ouais, aux éditions Claire Lumière, il mentionne tous les vœux, les 18 vœux racines, les 46 vœux secondaires, etc., etc. Ok. Et donc, d'être consciencieux et d'être vigilant, de faire attention à ce qu'on fait, à ce qu'on pense, à ce qu'on dit, etc., pour éviter de faire dégénérer bodhicitta. Ouais. Et ensuite, pour accroître bodhicitta, on a la concentration et l'effort enthousiaste, la concentration et la sagesse. Ouais, les trois chapitres qui suivent. Ouais. Et enfin, le chapitre 10, c'est la dédicace en tant que telle. Ça vous parle tout ça? Bravo, magnifique. Ok, c'est super. Et donc, on peut voir en effet que ici, on parle de l'Amrim. Ça veut dire que tous les enseignements du Bouddha peuvent être inclus dans ces différents textes sur le l'Amrim, ouais, qui sont donnés d'une manière cohérente et d'une manière facile à comprendre, etc. Ouais, ok, très bien, très bien. Et donc, ce chapitre 9, euh, justement, mentionne dès la première strophe que tous ces auxiliaires, toutes ces branches ont été enseignées par le sage, par le Muni, par le Bouddha comme menant vers la sagesse de la vacuité. Ouais, ça veut dire que tout ce qu'on a étudié jusqu'à maintenant, jusqu'au huitième chapitre inclus, eh ben, c'est pour mener vers la sagesse de la vacuité. On peut dire que tous les enseignements du Bouddha mènent directement ou indirectement vers la sagesse de la vacuité. Pourquoi? Parce que là, pour transcender, enfin pas transcender, pour lever les voiles de l'ignorance. Enfin, Oui, exactement. Oui, parce que l'ignorance, c'est ça qui nous empêche de vraiment être heureux, en fait. L'ignorance, c'est ça qui nous piège dans le samsara. L'ignorance qui saisit un soi en particulier, oui, parce qu'il y a plusieurs types d'ignorance, oui, comme vous le savez. Ouais. L'ignorance qui saisit un soi, ouais. Ok, donc bien sûr qu'on va parler des différents types de soi, on va prendre notre temps, on va choisir quelques strophes, on va pas faire nécessairement toutes les strophes du chapitre parce que ça prendrait peut-être 4-5 ans. Si vraiment on le faisait de manière très détaillée. Mais en effet, on essaiera de prendre, de choisir des strophes qui nous seront le plus utiles. On essaiera de décrypter les différents types de soi auxquels adhère notre ignorance fondamentale. Ouais. Ok. Et donc, ce que dit Sassante dans plusieurs commentaires, par exemple dans l'art de la sagesse et dans d'autres aussi, hein, il dit que même ne serait-ce que pour les auditeurs et les réalisateurs solitaires, ouais, les Shravaka, les Pratyekabuddha, ceux qui veulent obtenir la libération personnelle, ouais, doivent de toute façon réaliser la vacuité profonde, ouais, pour éliminer le voile afflictif. Est-ce que tout ça, ça vous parle, ces vocabulaires un peu techniques? Ouais? Ok, super. Très bien. Donc, ça, c'est bien sûr le point de vue du Bodhisattva Shantideva. Ouais, c'est le point de vue de Arya Nagarjuna, c'est le point de vue de tous les maîtres de la tradition de l'école Prasangika Madhyamaka, ouais, l'école conséquentialiste de la voie médiane, qui est considérée comme étant le top du top dans la philosophie bouddhiste. Ouais. En tout cas, dans la tradition indo-tibétaine, la tradition Nalanda. Ok, très bien, très bien. Et donc pour cette école telle qu'elle est interprétée par les Gelugpa, même les Sravaka, les Pacceka Buddha doivent réaliser la vacuité profonde, la vacuité de la personne et la vacuité des phénomènes pour éliminer le voile afflictif. Ouais, ça vous parle? Ok, très bien. Et donc c'est bien sûr d'autant plus le cas pour les Mahayanistes, ouais, ok, qui veulent éliminer aussi le voile cognitif. Donc, c'est la même sagesse. Ouais, ça veut dire que, on pourrait dire que ces trois types de véhicules, Shravaka, Yana, Pratyeka Buddha
Yana et Mahayana. C'est trois types de véhicules où les trois types de pratiquants de ces trois véhicules ont chacun un père différent, mais ils ont tous la même mère. Ouais. Par exemple, à l'époque en Inde, c'est peut-être encore le cas d'ailleurs, ouais, quand des enfants étaient issus de différents pères, issus de plusieurs castes différentes, eh ben, ils avaient la caste du père, ouais. Mais ils pouvaient avoir la même mère, ouais. Et là, c'est le même principe pour les prasangika. Ceux qui veulent obtenir la libération individuelle, ceux qui veulent obtenir l'éveil omniscient, ont des pères différents, c'est-à-dire les mérites, la méthode est différente. Mais la mère, la sagesse est la même. Ouais, ça vous parle? Oui. Ok. Si ça vous parle pas, n'hésitez surtout pas à lever la main, à crier, à vous manifester pour dire, oh là là, du calme, hein. Ok. Donc, en effet, tous les enseignements du Bouddha mènent directement ou indirectement vers la sagesse de la vacuité. Ouais, c'est ce que dit Arya Nagarjuna dans la toute dernière strophe du Madhyamaka Shastra, ouais, quand il dit Sarva Drishti Prahanaya Yaha Saddharma Madeshayat Anukampam Upadayatam Namasyami Gautamam. Ouais, il dit je rends hommage à Gautama qui a, par compassion, enseigné le saint Dharma afin d'écarter toutes les vues fausses. Ouais, ça c'est très très important. Ouais, et c'est une strophe tellement capitale que sa sainteté la récite à chaque fois avant de commencer à enseigner. Et une fois, en 2015, au monastère tantrique de Gumé, il s'apprêtait à donner l'initiation de Sri Guhya Samaja. Et juste avant, il a récité cette strophe et il a fondu en larmes. Il a fondu en larmes. Ouais, parce que cette strophe de Nagarjuna, elle, elle, euh, elle inclut tout, en fait. Ouais. Le Bouddha, par compassion, avec son immense compassion, nous a offert ce plus beau des cadeaux qu'est la sagesse de la vacuité. C'est ça qui peut nous libérer de ce cauchemar interminable du samsara. Ouais, ouais. Ok, très bien, très bien. Très bien. Et donc, ok. Donc ça veut dire que c'est pour écarter toutes les vues fausses, ouais, c'est pas pour écarter les vues, parce qu'il y a une vue qui est très très importante, ouais, c'est la vue de la vacuité. Ouais, si le Bouddha avait enseigné le saint Dharma pour écarter toutes les vues, ça voudrait dire qu'il faudrait même pas avoir de vue. Ouais. Ok, donc ici la vue est très très importante, ouais. Ouais, par exemple dans les traditions, par exemple dans les traditions Nyingma, Kagyu, etc., on a la vue, la méditation et la conduite. Ouais. Et donc la vue, c'est vraiment très très important. On commence par ça. Ouais. Ok. Et on pourrait dire que la vue, c'est reconnaître la réalité telle qu'elle est. Ouais, par exemple, Sainte dit qu'on peut résumer tout le dharma du Bouddha en ces trois, la base, la voie et le fruit. Ouais. Et la base, c'est la réalité telle qu'elle est. Ouais, c'est la réalité avec les deux vérités. Ouais, ok, très bien, très bien. Et donc ça, on en avait parlé la dernière fois à Martigny, quand on avait parlé des trois joyaux du refuge. On avait parlé aussi du fait de comprendre les trois joyaux quand on a compris les quatre nobles vérités. Ouais, et on ne comprend les quatre nobles vérités que parce qu'on comprend les deux vérités. Ouais, ça vous parle tout ça? Pour les personnes qui étaient là à Martigny la dernière fois? Oui, oui, Ok, très bien, donc vous avez appris cette strophe par cœur alors. oui. Vas-y, Par cœur, je sais pas, mais Il dit, oui, veuillez me bénir afin que j'affermisse la racine de la voie vers la libération en dépendance de cette foi qu'on développe vis-à-vis des trois joyaux sur la base de la cognition valide de ce que sont les quatre nobles vérités, ouais, en ayant compris ce que sont les deux vérités qui constituent la base, la réalité telle qu'elle est. Ouais. Ok, ça c'est très très important. Ok, très bien. Et donc, c'est si important d'ailleurs que, alors la dernière fois, on avait lu le texte de la Nef des enfants des vainqueurs, ou vous avez plutôt la version de Padmakara. pas de macara, il me semble, Là? hein. Ok, On faisait très un bien. parallèle avec les deux. Tantôt, on regardait ce que disait la nef des vainqueurs pour détailler. Parce qu'il y a moins de Ok. détails dans pas de macara, je crois. Oui, puisque c'est le texte brut, en fait, tout Ouais. simplement. Ouais. Alors que la Nef des enfants des vainqueurs, c'est avec le commentaire de Getsabji. Ouais, ok. Et bah, justement, je voulais vous parler, bah, l'opalé sans joyau, c'est dans la tradition Nyingma, c'est Mipham Rinpoche qui débat beaucoup avec les Gelugpa d'ailleurs. Et aussi,
Il y a aussi ceux qui lisent en anglais. Il y a Discourses on Bodhicharyavatara. C'est sa sainteté Dalai Lama. Et il y a même le texte en hindi. Il y a le texte en hindi aussi. Ouais, ok. C'est quoi? Tu peux répéter? Ouais, c'est ça. Je vois pas. Ah, ok, d'accord. Ouais, Ouais, discours sur la Bodhisattva. Ok. ouais, exactement. Il y a aussi, bah, je vous enverrai la liste, hein, comme ça ce sera plus simple. Et en effet, ici, si on s'appuie sur le texte de Padmakara, Euh, il y a plusieurs mentions. Alors, à chaque fois, ils vont parler de vérité absolue, ouais, aux éditions Padmakara. Ne vous inquiétez pas, il n'y a rien d'absolu pour Non, pour les. c'est ultime, il faut comprendre Oui, ultime. il faut comprendre vérité ultime. Ouais. C'est ce que dit Guy Bugaud dans son commentaire du Madhyamaka Shastra. Il dit pour un Madhyamika, l'absolu, c'est un rond carré. Ouais, ça n'existe pas. Ouais, donc c'est toujours à la négative. Donc c'est pourquoi moi jusqu'à maintenant j'utilisais la version La Nef des Enfants des Vainqueurs, mais c'est pas très très grave. Ok. Et donc justement on a dit pour la première strophe, ouais, toutes ces branches, ouais, yin la en tibétain, yin la dida, ouais, toutes ces branches, le sage les a données en vue de la sagesse. Par conséquent, celui qui veut éliminer la souffrance cultivera la sagesse, ouais, la sagesse de la vacuité. Ouais, ok, donc ça c'est ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Et ensuite, c'est là où on va entrer un petit peu dans le vif du sujet. Nous affirmons qu'il y a deux vérités. Ouais. Ok, la vérité relative et la vérité ultime. L'ultime n'entre pas dans le champ d'expérience de l'intellect. L'intellect, explique-t-on, est la vérité relative. Ok, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce qu'il y a deux vérités? Pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas trois, quatre, cinq, 46 000, 84 000? On en avait parlé la dernière fois déjà, mais parce que il y a la façon, la vérité relative, c'est la façon dont les phénomènes apparaissent. La vérité ultime, c'est la façon dont elles sont réellement. Oui, Ça peut être une explication. exactement, oui. Ouais, l'apparence et la réalité. Ouais, l'être et le paraître. Ouais, ça vous parle? Et, L'apparition et les modes d'appréhension, c'est ça? Oui, exactement, tout à fait. Tout à fait. L'apparition ou l'apparence et la façon dont l'esprit appréhende cela. Ouais. Donc, ça veut dire ce qui se passe du côté de l'objet, comment l'objet se comporte vis-à-vis de nous, ouais, comment est-ce qu'il nous apparaît, et comment, d'un autre côté, notre esprit appréhende cela. Ouais, il y a ces deux choses très différentes. Ouais. On pourrait dire comment est-ce que les choses existent et comment est-ce qu'elles nous apparaissent. Ouais. Ok, on pourrait dire ça comme ça aussi. Très bien. Ok. Et donc, c'est pourquoi il y a ces deux vérités, ouais, mentionnées par le Bouddha. On retrouve bien sûr beaucoup de mentions dans le Madhyamaka Vatara d'Acharya Chandrakirti, par exemple, ouais, au chapitre 6. Il parle aussi beaucoup de ça. Si vous lisez l'anglais, il y a bien sûr The Two Truths de Guy Newland. Ça, c'est juste magnifique. C'est splendide. The Two Truths. Ouais. Mais il y a aussi Apparence et réalité, mais il n'est plus publié, là, celui-ci. Ouais, donc ce sont les deux vérités en fonction des quatre écoles. Il y a les deux vérités selon les quatre écoles de Geshe-Dreyfus qu'on avait étudiées. On avait un groupe d'études il y a quelques années, et donc il y a je ne sais pas combien de vidéos sur mon YouTube sur les deux vérités selon les quatre écoles. On a essayé de décrypter le livre en entier. Oui, ok, si ça vous intéresse. Et ce qu'il faut essayer de voir, c'est qu'en effet, euh, toutes les écoles philosophiques bouddhistes vont, mais même les non-bouddhistes, hein, dans les traditions hindoues, ils vont considérer qu'il y a aussi deux vérités. Ouais, ça ne va pas nécessairement être les mêmes. Ouais, mais ils peuvent aussi renvoyer à l'apparence et ce qui est au-delà de l'apparence. Ouais. En tout cas, dans les écoles philosophiques bouddhistes, on va toujours considérer qu'une vérité relative est un petit peu, comment dire, made in China. Alors qu'une vérité ultime, c'est plutôt made in Germany ou made in Switzerland. C'est quelque chose de plus fiable d'une certaine manière. Ouais, et donc, les vérités relatives sont plus factices ou plus destructibles ou plus sont des sous-existants ou sont des existants autant que les vérités ultimes, mais il y a quelque chose de distordu du point de vue des vérités relatives. Est-ce que tout ça, ça vous parle jusqu'à maintenant? Mhm. Ouais. Ok, très bien. Est-ce on pourrait dire que
La vérité relative, c'est l'emballage, et le cadeau, c'est la vérité ultime qui est sous Ouais. l'emballage, quelque part. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On pourrait dire ça, surtout du point de vue des écoles du véhicule fondamental, parce que pour elles, les deux vérités sont deux entités différentes, alors que pour les écoles marianistes, elles sont une Ah même oui. entité. Ouais. Ouais, donc on pourrait dire que le papier cadeau est lui-même le cadeau pour les écoles Mhm. marianistes. Ouais, imaginons quelqu'un nous offre, je sais pas, une guitare électrique à notre anniversaire et on garde que le papier cadeau pour l'afficher sur notre mur en se disant, ah, c'est super. Donc, ce serait un peu dommage. Enfin, c'est pour les marianistes, ça fonctionne en tout cas. Le papier cadeau, c'est ça qui est le cadeau. Ok, parce on regarde l'envers du papier cadeau et en fait, on découvre qu'il est fait je sais pas moi, de métal précieux, etc. Pourquoi pas? Ok, très bien. Je sais pas où cet exemple va nous emmener, donc on va le mettre de côté. Très bien. Donc, ce qu'il faut voir, oui. Moi, je vois plus aussi, ça fait cause-effet qui sont ensemble. Parce que quelque part, c'est l'effet de l'objet qui réagit en moi. Enfin, c'est comment je vois l'objet, mais c'est l'effet que l'objet a sur moi qui me fait comprendre quelque chose. Oui, oui, parce que on s'appuie. Alors, si on garde uniquement le point de vue de Bodhisattva Shantideva, donc le Prasangika Madhyamaka, en effet, c'est tout à fait ça. Ça veut dire que les vérités conventionnelles, on s'appuie sur ces vérités conventionnelles pour aller vers l'ultime. C'est ce que dit Ariana Nagarjuna dans le chapitre 24, je crois, à la strophe 10, quand il dit Vyavahara Manasrita Paramartho na Deshyate. Ouais, sans s'appuyer sur le conventionnel, on ne peut pas montrer l'ultime. Ouais. Et donc ça, c'est très, très important. Ouais. Et donc, ça veut dire que on doit d'abord, bien sûr, on n'a pas le choix de toute façon d'abord que de commencer avec les vérités conventionnelles. Ça veut dire que quand vous rencontrez des personnes, quand vous pensez à vous-même, quand vous vous regardez dans le miroir, quand vous buvez votre thé, etc., etc., vous ne faites que rencontrer des vérités conventionnelles. Ouais, vous êtes d'accord? Ouais. Oui, parce que de toute façon, la voie qui mène à l'ultime, on la parcourt sur le plan conventionnel. Quand on médite, c'est conventionnellement. Quand on étudie, c'est conventionnellement. Quand on dit, tiens, je vais méditer sur la vacuité, en vérité, c'est purement conventionnel pour l'instant, Tout à- quoi. C'est Hmm. purement conventionnel, en effet, sauf qu'on ne le réalise pas comme étant purement conventionnel tant qu'on n'a pas une approche de la voie médiane. Ouais, ça c'est très très important. Ouais, ça veut dire que, par exemple, vous pouvez prendre le bus tous les matins et côtoyer une personne tous les matins. Vous côtoyez cette personne sans savoir qu'elle est médecin, par exemple, Hmm. ou sans savoir qu'elle est, je sais pas, guide touristique, ou j'en sais rien. Ouais, vous côtoyez cette personne sans connaître sa nature, sa véritable nature ou sa vraie vocation dans la vie. Ouais. Donc, c'est ce qu'on fait en général sans avoir une approche de la voie médiane. On côtoie, nous sommes des vérités conventionnelles, nous côtoyons des vérités conventionnelles, nous ne faisons que ça, mais sans réaliser qu'elles sont purement conventionnelles. Ouais. La plupart du temps, tant qu'on n'a pas d'approche de la voie médiane, les vérités relatives sont considérées comme absolues, sont considérées comme étant la réalité pure et dure. Ouais, on prend l'apparence comme étant la réalité. Et parce qu'elles nous apparaissent comme ça aussi. C'est l'apparence qui nous trompe, en fait. Elles Oui, nous apparaissent exactement. pleines et entières, réellement tangibles, et c'est un peu ça qui nous met sur la voie où c'est difficile de se dire, c'est interdépendant, quoi. Enfin, Oui. Alors, on peut comprendre au niveau de l'interdépendance, et même les animaux sont capables de le faire. Ouais, je me souviens quand il y avait encore Mogwai, quand on secouait le paquet de croquettes, tout de suite, il faisait la relation entre la cause et l'effet. Il savait très bien. Si on disait croquettes, tu as mangé les croquettes? Là, je parlais comme une personne débile, mais ça, c'est tout à fait normal. À ce moment-là, il comprenait tout de suite. Il comprenait tout de suite. Il faisait la relation entre croquettes et le ventre bien rempli, etc., etc. Ouais. Et donc, même les animaux sont capables de faire une relation causale, ouais, de comprendre une relation causale. Ouais, donc, un niveau d'interdépendance très grossier. Ouais. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est pour essayer de comprendre la vérité ultime, c'est d'aller dans les niveaux plus profonds de compréhension de l'existence dépendante. Ouais, ouais, ça vous parle? Ok. Parce que, en effet, sinon, les écoles fondamentales, par exemple, les Vaibhashika, les Sautrantika, etc., si le vocabulaire ne vous parle pas, laissez tomber, c'est pas grave. Certaines écoles du véhicule fondamental vont considérer que même si c'est produit en soi.
Ouais, par exemple, les Sautrantika vont dire que tous les impermanents sont des vérités ultimes. Ouais, tous les impermanents sont la réalité pure et dure. Ouais, les phénomènes permanents sont des existants un peu fantomatiques. Ouais, les phénomènes permanents sont des vérités conventionnelles ou des vérités relatives, et les impermanents sont des vérités pures et dures. Ouais, ils vont donner comme définition d'une vérité ultime ce qui est ultimement capable d'opérer une fonction. Mais ça, Ouais. c'est parce qu'ils sont capables après, enfin, ils arrivent à trouver l'objet qu'ils cherchent, c'est ça? Alors que les prasangika, quand ils analysent, ils trouvent pas l'objet. La différence, Alors, elle est là. s'ils analysent ultimement, ouais, ils ne trouvent pas l'objet. S'ils Mm. analysent conventionnellement, ils trouveront un objet. Oui, Ouais, oui. ouais, exactement. Oui, oui, tout à fait. Ouais, ça veut dire que pour les non-prasangika, tous ceux qui n'appartiennent pas à l'école du Bodhisattva Shantideva, ont considéré que si c'est produit en soi, ouais, c'est produit de manière inhérente, etc., etc. Ouais. Alors que pour les prasangika, qui vont s'appuyer sur les paroles du Bouddha, ils vont dire, ben non, si c'est produit, ça ne peut pas exister de manière absolue, puisque c'est relationnel. Ouais. Si c'est relationnel, si c'est produit en dépendance, ça ne peut pas avoir d'existence ultime. Vous êtes d'accord? Ouais, ouais, bah oui. Ouais, c'est ce qu'ils vont, ils vont s'appuyer par exemple sur un texte, le sutra requis par le roi des Nagas, Anavatapta, ouais, qui dit Quand Shikyen, qui est pas Dema, qui est Dela, qui est Ranshi Yemahin. Ouais, tout ce qui est produit n'est pas vraiment né. Tout ce qui est né de cause et conditions n'est pas vraiment né. Il n'y a là pas de production en soi ou par nature. Ouais, c'est ça que ça veut dire. Ouais. Et donc, les prasangika vont surtout s'appuyer sur ces textes-là, sur les paroles du Bouddha, pour dire, bah, si c'est produit, si ça dépend de causes et de conditions, ça ne peut pas exister de manière indépendante. Parce que soit ça dépend, soit ça ne dépend pas. Vous êtes d'accord? Ça ne peut pas être les deux en même temps. Ouais, Ouais. Et ouais. donc, si ça dépend de causes et conditions, ça ne peut pas avoir d'existence indépendante. Ouais, ça vous parle? Ouais, ouais. Ok, très bien. Ouh là là. On est déjà dans le croustillant, là. On est dans le praliné croustillant avec de la ganache. Ok. Ok, donc ces deux vérités, en effet, sont très très importantes. Et ce que dit le Bodhisattva Shantideva, il dit que la vérité relative ne relève pas du domaine de l'intellect. Non, pardon, la vérité ultime ne relève pas du domaine de l'intellect. Il dit que, et même dans certaines traductions, il dit que la vérité ultime n'est pas connaissable par l'esprit. Ouais, donc par la conception, par la conscience conceptuelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Elle est indicible et inexprimable, je crois. C'est les Oui, termes qui sont utilisés. C'est qu'on oui, peut pas mettre des mots dessus, on peut pas la décrire avec des mots ou, ouais, oui. ou avec des Ouais, effets conventionnels. Mm. par exemple, dans cet hommage à la perfection de sagesse que vous entendez souvent, ouais, quand on dit Masam Jyemi Shira Parochi Makemi Ganam Kimo Oni, ouais, cette perfection de sagesse qui est inconcevable et inexprimable, ouais, et qui est la mère de tous les Bouddhas, etc. Ouais. Ok, et donc en effet, on a tendance à se dire, ben, on ne peut pas penser à la vacuité. La vacuité n'est pas un objet de la conscience. Ouais, et donc il y a certaines personnes qui ont essayé, ils ont essayé d'avoir une vue apophatique. Ouais, ça vous parle? L'apophatisme? Non? C'est par exemple dans les traditions chrétiennes, certaines personnes vont dire Dieu est tellement au-delà, est tellement sublime et transcendant qu'on ne peut pas l'envisager par la conscience. Ouais, c'est tellement au-delà que c'est inconcevable. Et donc ils vont dire on ne peut pas le concevoir, on ne peut pas le formaliser, le verbaliser. Ouais, c'est ça l'apophatisme. Ouais. Et donc, certains ont eu ces vues là, même dans le bouddhisme. Ouais. Ils se sont dit, là, en s'appuyant sur cette strophe 2 du chapitre 9 du Bodhisattva Shantideva, en disant que si la vacuité pouvait être conçue par notre esprit, si elle pouvait être appréhendée par notre esprit, eh bien, elle aurait une existence absolue. Comme elle n'a pas d'existence absolue, eh bien, on ne peut pas la conceptualiser, on ne peut pas l'appréhender par la conscience. Certains l'ont dit, certains ont essayé. Ouais. Mais ce n'est pas ce que veut dire le Bodhisattva Shantideva. Ouais. Par exemple, il a bien sûr composé le Bodhisattva Charavatara, mais aussi un autre texte, le Shiksha Samuchaya, le compendium d'instruction. Ouais, le Shiksha Samuchaya. C'est un autre de ces textes. Est-ce qu'il en a composé d'autres? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce sont les deux qui sont connus, qui sont célèbres, le Bodhisattva Charavatara et le Shiksha Samuchaya.
Et dans le second, il cite un sutra du Bouddha, le Pitraputra Samagama Sutra, ouais, le sutra qui évoque la rencontre entre le père et le fils, et dans lequel le Bouddha dit clairement que la vérité ultime, toutes les vérités conventionnelles et vérités ultimes sont des connaissables. Ouais, sont des connaissables. Ouais, ça veut dire que la vérité ultime, la vacuité, peut être connue. Ouais, même si dans certains textes, on dit qu'elle est inconcevable, qu'elle est inconnaissable, etc. Elle ne ressort pas du domaine de l'intellect, etc. Elle peut être connue malgré tout. Ouais, ce que veut dire le Bodhisattva Shantideva, c'est que la conceptualisation ne peut pas vraiment rendre hommage à la vacuité. En Ouais. fait, la conceptualisation, elle donnerait qu'une partie. Elle pourrait comprendre une partie, mais peut-être pas l'envisager entièrement. C'est ça qu'il faut comprendre, oui. Alors en fait, elle peut la comprendre parfaitement. La conscience conceptuelle peut comprendre parfaitement la vacuité, sinon le Bouddha n'aurait jamais enseigné la vacuité dans les perfections de sagesse. Ouais, et Arya Nagarjuna, etc., et tous les grands maîtres de la tradition madhyamika n'auraient pas employé tous ces débats, tous ces raisonnements, justement, pour permettre de certifier cette vacuité, au moins conceptuellement au début. Ouais, si elle était inconcevable par la conscience intellectuelle. Ouais, ce que ça veut dire ici, c'est que quand on conçoit la vacuité avec une conscience conceptuelle, on ne peut pas vraiment lui rendre hommage. Pourquoi? Parce qu'elle ne se montre pas exactement telle qu'elle est à la conscience conceptuelle. C'est Elle une ne se image montre... mentale de la vacuité sur laquelle on travaille, en fait, qui n'est pas. Oui, C'est un reflet de la vacuité, en fait. Ouais. oui, et la vacuité, quand elle est conceptualisée, à cause de cette distorsion de la conscience conceptuelle, continue d'apparaître comme si elle existait de manière inhérente. Eh Alors oui. que pour la personne qui la réalise directement, elle se manifeste exactement telle qu'elle est. C'est pourquoi seule la perception directe est capable de rendre hommage véritablement à la vacuité. C'est ça que veut dire le Bodhisattva Shantideva. Oui, Christine? C'est de l'ordre d'une expérience que tu vis, en fait. C'est pas quelque chose que tu nommes ou que tu peux expliquer comme ça. C'est ça. Oui, exactement. Alors on peut nommer, on peut expliquer, oui, c'est ce que fait le Ouais, Bouddha mais dans les c'est du perfections de moment ouais. sagesse. Mais je crois que du moment que tu nommes quelque chose, tu le sépares, en fait. C'est quelque chose, les mots sont réducteurs. Oui. C'est Alors, d'ailleurs même en science, quand ils veulent, au niveau des atomes, quand ils veulent observer quelque chose, du moment qu'ils focus sur quelque chose, il disparaît. ouais, parce que si on dit dès l'instant où on nomme quelque chose, on ne le sait pas, ça veut dire que le Bouddha ne réaliserait pas la vacuité quand il en Non, parle bah, dans les perfections de sagesse. ouais. Non, non, mais voilà. Ouais. Donc, ce qu'il faut essayer de voir, c'est que seule la perception directe de la vacuité peut réaliser la vacuité telle qu'elle est. Voilà, ça veut dire qu'elle se montre exactement telle qu'elle est à une perception directe. Ouais. Alors que quand on conceptualise la vacuité continue d'apparaître comme si elle existait de manière absolue à la conscience conceptuelle qui l'appréhende. Ouais. Alors qu'elle est totalement dénuée d'existence absolue et elle est elle-même l'absence d'existence absolue. Ouais, ça vous parle? Oui. Ou c'est déjà peut-être too much? Pour moi, ça va, mais je sais pas les autres, hein. C'est gentil de se soucier de nous. Ça va aussi. Et je vois, personne répond, j'ai l'impression d'être le seul à parler, alors je me dis, il y a peut-être que. Oui. Donc, Réalisation de la Ça vacuité, va c'est jusqu'à vraiment là. quelque chose hors concept. Hors concept, c'est ça. oui, la véritable réalisation de la vacuité devrait être directe, sans concept. Exactement. Hors concept. Oui. Voilà. Exactement, tout à fait. Mais en effet, pour aboutir à cette réalisation directe de la vacuité, on n'a pas le choix que de commencer par des consciences conceptuelles, parce que jusqu'à maintenant, la vacuité ne nous apparaît pas. Ouais, c'est même le contraire de la vacuité qui nous apparaît. Et il y a une apparence d'existence inhérente qui se manifeste à nous, ouais, à cause de notre voile cognitif. Ouais, vous êtes d'accord? Ouais. Oui. Ok, donc en effet, quand par exemple vous avez une tasse, par exemple c'est Sente, je me souviens déjà en 2000, quand il parlait de la vacuité à l'Erablin, en septembre 2000, il disait que quand vous regardez une montre dans la vitrine, vous pouvez saisir son existence inhérente ou pas. Ouais, vous la regardez dans une vitrine, etc. Ou quand vous regardez une tasse dans une vitrine, etc. Très bien. Maintenant que vous l'avez acheté, c'est très différent.
Si vous avez acheté cette tasse ou que vous avez acheté cette montre, là, imaginons qu'elle soit rayée ou que quelqu'un la fasse tomber par terre. Là, tout de suite, on est là. On se dit, oh là là. Et donc, on peut saisir de manière beaucoup plus manifeste l'existence inhérente de cet objet quand on le possède, etc. Alors qu'avant, quand on ne faisait que le regarder, on ne saisissait pas nécessairement l'existence inhérente de cet objet. Il continuait de nous apparaître comme s'il existait de manière inhérente. Ça ne veut pas dire qu'on va nécessairement adhérer à cette apparence de manière manifeste. Ouais, ouais. Ok, et donc il y a l'apparence d'existence inhérente, ça existera jusqu'à ce qu'on soit totalement éveillé. Ouais. Parce que ça fait partie du voile cognitif, cette apparence d'existence inhérente. Ouais. Et donc, tous les phénomènes, nous-mêmes, etc., on s'apparaît à soi-même, on apparaît aux autres, etc., comme si on existait de manière inhérente. Ouais. OK. Après, est-ce que la conscience du sujet va adhérer à cette apparence de manière manifeste ou pas? Là, c'est toute la question. Ouais. OK. Très bien, très bien. Très bien. OK. Et donc, en effet, alors il y a plusieurs façons de lire cette strophe. Par exemple, si on regarde dans la Nef des enfants des vainqueurs, qu'est-ce qu'il nous dit? Hmm, ok, très bien. Il nous dit, ok, la vérité relative est l'ultime, parce qu'ici ils ont dit l'obscurcissante, et l'ultime sont, selon nous, les deux vérités, très bien. L'ultime n'est pas l'objet d'expérience de la cognition. La cognition, dit-on, est obscurcissante. Ouais, donc c'est plus que l'intellect, c'est la cognition. Ouais. C'est-à-dire que certains vont dire, oui, la vérité ultime n'est pas un objet de la conscience. Ouais, c'est pourquoi tout à l'heure on a parlé de l'apophatisme. Ouais, certains disent, ah non, c'est tellement au-delà, c'est tellement sublime qu'on ne peut pas la connaître. Ouais. Et donc, pour réfuter cela, c'est pourquoi le Bodhisattva Shantideva cite un sutra du Bouddha qui dit les connaissables sont les divisions des deux vérités. Ça veut dire que si c'est une vérité relative ou une vérité ultime, c'est nécessairement connaissable. Ça peut nécessairement être connu. Ouais. Ok, mais en effet, ce que veut dire le Bodhisattva Shantideva ici, c'est que la vacuité ne peut être connue telle qu'elle est qu'au regard d'une perception directe. Ouais, en gros, c'est ça que ça veut dire. Ça vous parle? Ok, très bien. Waouh, on pourrait faire les dédicaces maintenant, tellement on pourrait pas aller au-delà de cette compréhension-là. Ok, est-ce que vous avez besoin d'une pause déjà maintenant ou est-ce que ça va? Si vous avez besoin d'une pause, on peut. Ouais. Ah, c'est bon. Non, c'est bien. On peut Ouais, ça va? continuer. Ok, très bien. N'hésitez surtout pas, hein. On est là pour vous. C'est pas pour que moi j'étale ma science, ma pseudo-science. C'est pour que ce soit utile pour vous. Ouais. Ouais, il y a un proverbe en français qui dit c'est quoi? Euh, ah oui, la connaissance, c'est comme la confiture. Moins on en a, plus on l'étale. Et donc, vous pouvez voir à quel point j'étale un petit peu tout ça, mais en fait, c'est un petit peu comme la pub pour les frites. Ce sont ceux qui en parlent le plus qui en mangent le moins. Ok, très bien. Donc, ce qu'il faut essayer de voir, c'est que ici, les deux vérités, en effet, les deux vérités, ici, pourquoi est-ce que dans la traduction à l'époque, c'était les éditions Vajrayogini, pourquoi est-ce qu'il parle de l'obscurcissante? Ça, c'est très, très important. Ça, c'est très important. Et si vous regardez dans le Madhyamaka d'Acharya Chandrakirti, il y a cette mention-là. Si vous lisez, par exemple, Tsongkhapa's Final Exposition of Wisdom, donc je vous enverrai toute cette liste de bouquins. Il y a cette mention-là dans la traduction de Jeffrey Hopkins. Ouais. Quand on parle de vérité relative, ouais, on dit Samvriti Satya en sanskrit. Samvriti Satya, et en tibétain, c'est Kunzop Demba. Ouais. Et littéralement, Samvriti ou Kunzop en tibétain, ça veut dire qui recouvre, qui voile. Ouais, c'est l'un des sens de Samvriti. Ouais, c'est ce que dit Acharya Chandrakirti. Il dit le premier sens, c'est Tadva Vachadana.
en sanskrit. Ça veut dire qui recouvre la réalité. Ouais. Tattva, c'est la réalité. Vachadana, ça veut dire qui recouvre. Ouais, qui recouvre la réalité. Pourquoi? Parce que, bah, comme on l'a dit, tous les phénomènes conventionnels, et même la vérité ultime, quand elle est comprise intellectuellement, semblent apparaître de manière inhérente, tout en étant dénués d'existence inhérente. Ouais. Et donc, c'est pourquoi les vérités conventionnelles, on peut aussi les appeler des vérités voilées ou obscurcissantes, parce qu'elles recouvrent leur véritable réalité. Ça joue? Ouais. Ok, donc ça, c'est l'un des premiers sens. Ouais. Il y a aussi un autre sens, c'est dans le sens purement littéral de vérité relative. Ouais, en sanskrit, paraspara sambhavana. Ouais, ça veut dire qui existe en relation. Ouais, vérité relative. Ouais, c'est pourquoi on dit aussi vérité relative. Ouais, c'est un autre sens de samvriti, dans samvriti satya, ouais, dans vérité conventionnelle. Ok. Et le troisième sens, c'est loka vyavahara. Ouais, ça veut dire convention mondaine. Ouais, ça c'est le troisième sens. Ce sont les trois sens donnés par Acharya Chandrakirti. Ouais, qui recouvrent la réalité, qui est relationnelle et qui est conventionnelle. Ouais, une convention mondaine. Ouais, ok. Et donc, c'est pourquoi ici, dans ce texte-là, c'est mentionné comme étant vérité obscurcissante. Parce que, comme on l'a dit, tant qu'on n'a pas une approche de la voie médiane, on prend l'apparence comme étant la réalité. Et donc, si on prend les apparences qui sont purement conventionnelles comme étant en accord avec comment dire, si on adhère à leur apparence d'existence inhérente, et ben c'est là où on a toutes les catastrophes. Ouais, c'est là où on a toutes les catastrophes. On a la saisie de l'existence en soi, de nous-mêmes, de nos agrégats, des autres, d'objets, etc., de n'importe quel phénomène. On va saisir dans de nombreuses occurrences, pas nécessairement dans tous les cas, mais on va saisir de manière manifeste. On va aller dans le sens de l'apparence. On va adhérer à l'apparence. Ouais. Et donc, c'est pourquoi, si on adhère à l'apparence, à ce moment-là, les vérités conventionnelles sont appelées des vérités obscurcissantes, parce qu'elles obscurcissent la vacuité, elles obscurcissent leur véritable nature. Ouais, ça joue? Ok. Waouh, c'est magnifique ça. C'est magnifique. Donc on les saisit parce qu'elles nous apparaissent véritables en fait. Donc on les Exactement. investit émotionnellement, sensoriellement, et donc on crée cette espèce de rêve, enfin plutôt de cauchemar qui fait que ça nous arrive réellement, ceci, cela, et on y répond. Ouais. Exactement. Et donc, parce qu'il y a cette apparence d'existence inhérente, dans de nombreux cas, surtout si on insiste, si on est focalisé sur un objet plaisant ou déplaisant, etc., forcément, ça va engendrer soit de l'attachement, soit de l'aversion. Ouais, parce qu'on va saisir d'abord l'existence inhérente de cet objet. Tout Ouais. cela dû à nos 8 préoccupations mondaines aussi, c'est cette recherche de nice feeling quand il y a quelque chose, mais même inconsciemment en fait. Si quelqu'un Oui, entend du bruit ou comme ça, je sais que moi, il y a aussi inconsciemment, il y a une recherche de sécurité ou quelque chose, mais c'est tout ça, c'est induit à l'intérieur, quoi. Ouais. exactement. Ouais, s'il y a de l'attachement pour le plaisir et de l'aversion pour le déplaisir, de l'attachement pour les louanges ou les compliments et de l'aversion pour les critiques, etc., c'est parce que on se saisit soi-même comme existant de manière inhérente. On va saisir les louanges et les critiques et le plaisir, le déplaisir, etc., comme existant de manière inhérente. Dès l'instant où il y a une forme d'attachement ou d'aversion, c'est que en filigrane, il y a nécessairement un type d'ignorance fondamentale qui saisit l'existence inhérente. Ouais, 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 ça vous parle? Il y a, comme tu disais, avec le chat et les croquettes, il suffit de voir une marque ou il suffit de voir quelque chose pour que tout à coup l'envie apparaisse ou ça crée la faim ou la soif. Oui, oui, Faire tout à fait. large ou quelque chose, quoi. Ouais. Exactement. Ouais. Alors après, la faim, la soif, etc., si on les entend de manière habituelle, dans un langage usuel, c'est pas parce qu'on a faim qu'on va saisir cette faim comme existant de manière inhérente. Ouais. Ouais. Mais si on insiste un petit peu à l'envisager conceptuellement, on pourrait se dire, oh là là, pourquoi moi, pourquoi est-ce que moi j'ai faim, 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 etc. Et donc on va saisir de manière active cette faim. Ouais, Je comme disais si les elle fins, mais au-delà la fin d'un vêtement ou n'importe quoi, hein, je disais
le, enfin, au niveau du désir aussi, tu vois, de quelque chose. Oui, Induit le besoin de quelque chose, rien qu'en le voyant, tu crées, enfin, je mm, crée. oui, exactement. Tout à fait. C'est là où, par exemple, l'un de mes enseignants, Vener Gendamdul, parle de ça. Il dit que l'ignorance fondamentale, c'est ce qui crée le supermarché. Ouais, ce qui crée l'apparence du supermarché. Ouais, et en dépendance de ça, on va vouloir acheter ci, acheter ça, acheter ci, acheter ça, etc. Et donc là, au sein de cette apparence illusoire, on va adhérer à l'apparence d'existence inhérente et on va avoir de l'attachement et puis de l'aversion, etc., etc. Mais il y a tout d'abord le tout premier facteur, c'est l'ignorance qui fabrique l'existence en soi du supermarché. Ouais, c'est le karma, par l'intermédiaire du karma. C'est le karma qui construit Alors, le supermarché. alors en fait, Il fait apparaître le supermarché. là, c'est vraiment un exemple. Il ne parle pas d'un vrai supermarché, etc. Il parle de, par exemple, quand on rêve qu'on est dans un supermarché, etc. Ouais. Donc, c'est pas la même chose qu'un vrai supermarché qui est Oui, là, de l'autre côté, oui. etc. Ouais, c'est pas la même chose. Ouais. Ok, très bien, très bien. Ouais. Mais mon rêve, si l'image du supermarché est apparue, c'est le karma qui l'a fait apparaître. Enfin, peut-être à Alors, cause de la saisie de l'ignorance de la saisie à la base, qui a oui. généré de l'affliction, qui a généré des actes, qui a construit du karma et qui s'auto-alimente, quoi. Oui, alors dans le rêve, le rêve, en fait, c'est juste des empreintes qui germent. Ouais, c'est juste des empreintes qui germent. Et donc, il y a bien sûr les apparences oniriques qui se manifestent et qui se manifestent comme si elles existaient en soi, parce qu'on a encore le voile cognitif. Ouais. Donc, c'est un petit peu de ça qu'il s'agit. Ouais. Mais Ouais. en effet, alors bien sûr, le karma pourrait. Alors, en rêve, on n'accumule pas de karma. Ouais. Mais après, est-ce que le rêve est une fructification karmique? Là, il faudrait se poser la question. Ouais. Mais en tout cas, c'est par rapport à d'abord l'ignorance et puis les autres afflictions. Ouais. L'ignorance, c'est ce qui fabrique le décor du théâtre. Et ensuite, les afflictions, et ben, c'est ce qui fait toute la scène au sein du théâtre, etc. Ouais. Tous ces mouvements, etc., d'attraction, de répulsion, etc. Ouais. Est-ce que ça vous parle jusqu'à maintenant? Ouais. Ok. Très bien. Très bien, très bien. Ok. Bah, c'est super. Ensuite, que dit le Bodhisattva Shantideva? Ok, donc il y a des points, même s'il y a des points un peu obscurs, ça devrait normalement s'éclaircir au fil du temps. Juste, juste la page, s'il vous plaît. Dans quel livre? La page. Page. Dans, dans lequel? Quel livre? Ah, Alors toi, tu as quoi, Maria? ah. Alors, la 9 des enfants vainqueurs. Ah, ok, bah c'est ça alors. Alors c'est page, je vais te dire ça tout de suite. Ok. Donc là, on va passer J'avais à... fini par le commander. Je Ouais, l'avais trouvé. bravo. Oui, Donc ça doit être 390, 391, ouais. d'accord. Là, on va arriver dans Merci. la strophe 3. Ouais, D'accord. très Oui. bien. Ok. Et ensuite, donc, le Bodhisattva Shantideva a dit, on constate que les individus sont de deux types, les yogis et les personnes ordinaires. Ouais, ils ont mis les plébéiens, mais ça fait un peu bizarre, ouais. Ça fait un peu la populace. Ça fait un peu bizarre de dire les plébéiens. Et à Panakara, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, il y a corrélativement deux sortes d'êtres, les contemplatifs et les êtres ordinaires. Ok, les contemplatifs l'emportent sur les êtres ordinaires. Ok, donc ici, ils ont mis, il y a deux sortes d'êtres mondains, mais ça pose question. Ok, c'est pas très grave. Ce qu'il faut voir, c'est que en effet, il y a les différentes personnes qui ont une approche de la philosophie, ouais, et qui ont différents points de vue philosophiques. Et il y a des personnes qui n'ont pas nécessairement de point de vue philosophique. Ouais, ça veut dire que tant qu'on n'a pas une approche, si on ne se pose pas la question par rapport à la réalité des choses, eh ben, on considère que l'apparence, c'est la réalité. Ouais, on considère que on prend pour argent comptant l'apparence de ce qui est plaisant, déplaisant, etc. On considère que c'est la réalité pure et dure. Ouais, c'est ça, une conscience mondaine, ouais, ou une personne mondaine en général. Ouais. Et ensuite, il y a les yogis. Les yogis, ce sont ceux qui ont des vues philosophiques. Ouais, ça c'est très important. C'est ce que dit par exemple le Bouddha dans le Lankavatara Sutra.
Ouais, il dit nga i chusu namninte temba dans le duptao. Jipa nan le temparche ne jopa la duptao. Il dit j'ai deux modes d'explication, j'ai un double dharma, les instructions et les vues philosophiques et les vues. Ouais. Il dit pour les personnes puériles, j'enseigne les instructions et pour les yogis, j'enseigne les vues. C'est super. C'est-à-dire que nous, on a l'impression de se dire, quand on étudie la philosophie bouddhiste, les écoles philosophiques, c'est que pour les intellos, mais le Bouddha dit tout le contraire, c'est pour les yogis et les yoginis, ouais, qu'on étudie les écoles philosophiques. Waouh, c'est super ça. Ok, parce qu'on essaye de faire sienne ces vues, on essaye de vérifier ce que dit le Bouddha. Ouais, on essaye de comprendre ce qu'il dit. Et d'ailleurs, à la FPMT, en général, quand on étudie le 9e chapitre, c'est une fois qu'on a étudié les écoles philosophiques. Ouais, en général, c'est comme ça dans les programmes de la FPMT, dans les PBA, on étudie les 7 ou 8 premiers chapitres. Ensuite, on passe aux écoles philosophiques et donc le texte de la Madhya-tsumpa. Et ensuite, on étudie le 9e chapitre et le 10e, ouais, pour être sûr de bien comprendre de quoi il s'agit. Ouais. Mais ici, je ne sais pas si ça vous intéresse, donc on va peut-être pas nécessairement parler des vues plus basiques. Ce qu'il faut essayer de bien comprendre, c'est que en général, une vue s'appuie sur une autre. Ouais. Toutes ces vues ont été enseignées par le Bouddha. C'est ce qu'il dit. Hein, il dit Jipa Nam ni Tenpache ne Jopa ni Duptao. Ouais, il dit oh yogi, j'enseigne les vues. Ouais, donc, il a enseigné des vues assez basiques dans le premier cycle. Ouais, dans le premier cycle, quand il a parlé des quatre nobles vérités. Ouais, il a enseigné surtout le non-soi de la personne, ouais, dans le premier cycle, dans l'épisode 1. Et dans l'épisode 2, sur les perfections de sagesse, il a surtout parlé de la vue madhyamika, ouais, la vue de l'école médiane, ouais, la voie médiane. Et dans le troisième épisode, le retour, il a enseigné le Chittamatra, l'école de l'esprit seul. Ouais. Ok, et donc c'est pourquoi elle s'est adaptée à différents auditoires. Et donc après, c'est à nous d'essayer de comprendre ces différentes vues pour essayer d'aboutir à celle qui est celle qu'on considère comme étant conforme au réel. Ouais. Est-ce que ça vous parle tout ça ou pas? Oui. Ouais. Dans Ok. le premier tour, sur le non-soi de la personne, il a surtout expliqué le non-soi grossier, donc une personne qui soit pas permanente, unitaire et indépendante, où il a aussi parlé du non-soi substantiel et et autonome, le plus, enfin un peu plus, qui est un peu plus subtil. Oui, c'est ce qu'on considère en tout cas quand on a toutes ces textes sur les écoles philosophiques. Ce ne sont pas des textes historiques, ce sont on pourrait dire, des doxographies. Ouais, ce sont des répertoires, des vues, des opinions. Ouais, doxa en grec, c'est l'opinion, ouais, la vue, etc. Donc, ce sont des doxographies qui sont un peu artificielles d'une certaine manière, mais qui nous permettent de remettre les choses dans leur case. Ouais, ça veut dire que c'est pas nécessairement des récits historiques, etc. Ouais, ok. Et dans ces vues, en effet, on considère que pour euh, toutes les écoles, sauf Prasangika, ouais, pas uniquement les écoles des véhicules fondamentales, le non-soi de la personne, le non-soi subtil, le non-soi grossier de la personne, c'est l'absence d'une personne permanente, indivisible et autonome. Ouais, ça c'est l'Atman. Et donc, il n'y a pas d'Atman. Le Bouddha a beaucoup insisté là-dessus. Il a parlé de l'Anatman. Il n'y a pas d'Atman. Donc, il n'y a pas d'âme de la personne qui serait permanente, indivisible et autonome. Ouais. Et ensuite, il a parlé d'un non-soi plus subtil de la personne, qui est l'absence d'un soi autosuffisant et substantiel. Ouais. Donc ça, si on a le temps au cours du week-end, on pourrait essayer de décrypter un petit peu tout ça, ou au cours d'une fois prochaine, on essaiera de décrypter un petit peu tout ça parce que c'est très important. C'est ce que dit Saint-Santé dans euh, Appearing and Empty, dans l'un de ses livres avec la Vénérable Tuten, où il dit que la plupart du temps, dans notre quotidien, quand on a des afflictions, ce sont surtout des afflictions grossières, ouais, qui naissent en dépendance de notre saisie d'un soi grossier de la personne, pour les prasangika, ouais, le soi autosuffisant et substantiel. Ouais, donc Sa Sainteté dit, si on veut se débarrasser de ces afflictions grossières, il faut se débarrasser de cette saisie de ce soi de la personne, autosuffisant et substantiel. Et donc, il faut comprendre
le supposé soi autosuffisant et substantiel. Parce que si on ne remet pas en question cela, il est extrêmement difficile de s'attaquer à la saisie subtile, la saisie d'existence inhérente. Ouais, ouais, ça veut dire que euh, si on ne remet pas en question l'aspect grossier, l'aspect subtil ne nous apparaît pas, comment dire, est au-delà de notre domaine d'expérience d'une certaine manière. Ouais. Ouais, par exemple, si vous avez une tache grossière sur un tissu, vous devez, par exemple, vous avez fait tomber votre t-shirt dans de la boue, par exemple, il faut d'abord commencer par enlever les grumeaux. Ouais, c'est ensuite que vous commencez à vous attaquer aux tâches plus subtiles. Ouais, et elles n'apparaissent que quand vous avez enlevé les grumeaux. Ouais, les morceaux grossiers, etc. Et bien là, c'est pareil dans notre conscience. Si on ne s'attaque pas d'abord à réfuter la saisie grossière du soi de la personne, c'est extrêmement difficile de s'occuper du soi subtil. Ouais, souvent, on veut se précipiter à se dire, bah, il faut à tout prix que je comprenne l'existence inhérente ou l'absence d'existence inhérente. Mais si on ne s'est même pas préoccupé de la saisie grossière, ça a peu de chances d'arriver. Ouais, ok, très Et bien. alors, juste la saisie inhérente, elle a été enseignée par le Bouddha dans le deuxième tour de roue. Oui, Oui, exactement. uniquement, ouais, d'accord. Oui, tout à fait. Et les deux autres ont été enseignés dans le premier et peut-être dans le troisième, du coup, je ne suis pas sûr. Les deux autres, lesquels? Le premier tour de roue, Tu veux dire les deux autres types de saisie? oui, Oui, exactement. Mais même, on peut dire en fait, le Bouddha les a enseignés partout, en fait, hein. Il a enseigné l'anatman partout, et le non-soi et la vacuité, le non-soi de la personne grossier et subtile. Euh, Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on parle du non-soi grossier et subtil, il faut vraiment comprendre du point de vue de quelle école on parle. Ouais, parce que si on ne parle pas du point de vue prasangika, si on parle de toutes les autres écoles, le soi grossier de la personne, le supposé soi grossier de la personne, c'est permanent, unitaire et autonome. Ouais. Et le soi subtil ou le supposé soi subtil de la personne, c'est autosuffisant et substantiel. Ouais. Mais pour le prasangika, autosuffisant et substantiel, c'est c'est grossier. grossier. Oui, Mhm. oui, ouais. Donc c'est là où il ne faut pas se laisser trop rebuter par ces différents points de vue. Ouais. Ok. Ok. Très bien, très bien, très bien. Ok. Et donc, en effet, comme vous le savez, le Bouddha s'est beaucoup adapté à son auditoire. Ouais. Oui, Camille? Oui, donc le soi subtil, autosuffisant et substantiel. Donc, pour les prasangika, c'est le soi grossier, encore. Oui, exactement. L'école, c'est le soi subtil. De la personne, exactement. Mais alors, pour quelle Mhm. école ce serait le soi subtil? Le soi subtil. Alors, le soi subtil de la personne, c'est pour toutes les écoles autres que Prasangika, ouais. Donc, pour toutes les autres écoles que les prasangika, ce serait le soi subtil, autosuffisant et Oui, substantiel. ouais, le C'est soi ça? subtil de la personne, exactement. De la Oui, parce personne. qu'il y a le soi de la personne et le soi des phénomènes, ouais. Ok, Exactement. d'accord. Et là, on parle uniquement du soi de la personne, ouais. Très bien, parfait, c'est exactement ça. Waouh, magnifique. Ok, donc en effet, pour les Vaibhashika, pour les sauts, maintenant que vous avez compris, on peut aller dans les détails. Comme je vois que vous suivez parfaitement, on peut aller vraiment dans le croustillant. Pour les Vaibhashika, et pour les Sautrantika, et pour les Chittamatra, et pour les Swatantrika Madhyamika, donc pour tous les tenants philosophiques non prasangika, pour tous les tenants philosophiques bouddhistes non prasangika, le non-soi grossier de la personne, c'est l'absence d'un soi permanent, unitaire et autonome. Ouais, ok. Si ça vous intéresse, j'aurai des diapos là-dessus. Si vraiment ces points-là vous intéressent, j'ai des diapos, on pourrait voir ça cet après-midi. Ouais, ok. Et donc, le non-soi, donc l'absence d'un soi permanent, unitaire et autonome, c'est le non-soi grossier pour toutes les écoles non prasangika, toutes les écoles bouddhistes non prasangika. Ouais. Et en effet, comme dit Camille, le non-soi subtil, c'est l'absence d'un soi autosuffisant et substantiel de la personne, ouais, pour toutes les écoles bouddhistes non prasangika. Les prasangika vont dire, ça c'est encore grossier.
Ouais, si vous réfutez un soi autosuffisant et substantiel de la personne, vous ne touchez qu'à la partie superficielle de la tumeur. Vous ne tranchez pas ce qu'il faut exactement trancher. Ouais, il faut trancher exactement ce qu'il faut trancher. Ouais. Et donc, les prasangika vont dire il faut éliminer la saisie d'existence inhérente. Et là, il faut comprendre ce que veut dire existence inhérente. Là, c'est pareil. Ouais, sinon, on ne peut pas la réfuter. Donc, on va y aller progressivement. On essaiera de comprendre tout ça progressivement. Ok, très bien, très bien. Est-ce que vous avez besoin d'une pause ou ça va? Je ne dis rien. C'est Une comme vous minute voulez, pour hein. un thé. Ouais, un thé. Ouais, ok. Juste alors 5 minutes. C'est juste le temps d'aller se préparer un thé. Juste 5 minutes pour se rafraîchir les neurones et on revient. Ouais, ok. Merci. Ça marche. Victor, je peux juste te Oui, demander quelque chose. bien Est-ce sûr. que, c'est un aparté, mais est-ce que le texte qui avait été, qu'on avait reçu dans le cadre de Exploring Buddhism, est-ce que le texte Explorer la vue et les systèmes philosophiques, il a été revu par toi jusqu'au bout cette fois ou pas? Alors, Tu sais, normalement, il faudrait que je me renseigne au centre Kalachakra parce qu'ils ont eu aussi exploré le bouddhisme et ils ont vu qu'il y avait encore des erreurs dans ce que ah, j'avais lu et je leur ai dit c'est tout à fait normal parce que j'ai relu un petit peu de manière superficielle. Donc, je leur demanderai si eux, ils ont fait des corrections entre-temps et si c'est pas le cas, à ce moment-là, euh, en tout cas, si, moi j'ai des diapos, j'ai fait beaucoup comment dire, enfin quelques sessions là-dessus, et donc j'ai des diapos qui permettent de bien revoir tout ça avec certaines définitions, etc., qui sont les mêmes que dans Explorer le bouddhisme, parce que de toute façon c'est dans la même tradition, et donc on mhm. pourrait voir ça plus en détail avec des effets spéciaux. Ok, d'accord, Ouais. merci. Ok, donc après la pause, je vais ressortir mes diapos. Comme ça, on est sûr d'avoir quelque chose de visuel. Ouais, on fait comme ça? D'accord. Ok. Ça marche, à tout de suite.
Salut Daniel, on est juste en pause thé. Salut Daniel. Tu nous entends, Daniel? Oh, ah. J'avais pas mon micro, pardon. Je parlais sur le Oui. micro. Ouais, Je bonjour. parle- On te disait, on est Oui, juste oui. en petite pause thé pendant 5 minutes. Oui, oui, je doutais de ça, ouais. Tu vas bien? Oui, et toi? Ouais. Ouais, bien, bien. Désolé, j'étais en train de te parler, mais sans micro, alors Ah oui. ça pouvait pas marcher. Ça pouvait pas marcher. Ça, Salut! ça va, Daniel, Salut. tranquille? Ouais, Bien, bien. impec, super. On a déjà les neurones qui chauffent. Waouh, c'est bien. Truc humide et les oreilles qui se dressent aussi, ou bien Oui, pas encore? exactement. En tout cas, chez moi, oui, mais après, je sais pas. Si les oreilles se dressent chez tout le monde. Oui, chez Pierre aussi. Ouais, ouais. Ah, salut Pierre. Ouais, je vois, Pierre, il a le truc humide, les oreilles qui se dressent, tout va bien. Oui. Salut Pierre. C'est super, j'ai retrouvé les diapos. Ça va nous aider, je pense. Ah, bah, génial. Impec. Génial. Alors, eh ben, c'est parfait. C'est parfait, parfait. Génial, génial. Ouais, on va s'éclater avec tout ça. Très bien. Donc, on a vu déjà la première strophe dans laquelle le Bouddha dit quoi? Donc, premier du neuf, hein. Oui, Ouais, récupérer le bouquin. Il est là. Pour cultiver la connaissance. On les a donnés en vue de la connaissance. oui, exactement. Éliminer la souffrance et cultiver la connaissance. Oui, Puisse le précieux esprit d'éveil naître là où il n'est pas encore né, Ouais. etc. oui, c'est ça qu'on a vu aussi. Donc ça, cette strophe, en effet, cette précieuse bodhicitta, etc., naître là où elle n'est pas née, et puisse-t-elle ne pas décliner là où elle est produite et puisse-t-elle toujours s'accroître. C'est un petit peu le résumé du texte des 10 chapitres. Ouais, ok, très bien. Et dans la strophe 1, justement, en effet, Bodhisattva Shantideva dit que toutes les branches, tous les auxiliaires, il y a un lac en tibétain. Donc, ça veut dire soit les 8 premiers chapitres, soit ce qui a été dit dans le 8e. C'est ce qui peut mener vers la sagesse. Ouais. Tous les enseignements du Bouddha mènent directement ou indirectement vers la sagesse, puisque le plus beau cadeau offert par le Bouddha, c'est cette clé en or qui nous permet d'ouvrir la prison du samsara. Ouais. Ouais, c'est qu'il constate qu'on est là à hurler de souffrance dans notre cauchemar depuis des temps sans commencement et il veut nous réveiller de ce cauchemar. Et donc, c'est la sagesse de la vacuité qui permet de contrecarrer l'ignorance qui saisit un soi, ouais, un soi inhérent, etc. Ouais, ok. Et donc, on a différents types de compréhension par rapport à ça. Donc, il y a les deux vérités, il y a l'apparence et la réalité. Et l'apparence, elle est justement distordue à cause de notre voile cognitif. Ouais. Et donc, on essaie d'aller au-delà de l'apparence pour découvrir la vérité ultime et non pour se libérer. Ouais, comme on a dit tout à l'heure, Ariana Nagarjuna le dit, ouais, quand il dit Vyavahara Manasritya Paramarto Nadeshyate, sans s'appuyer sur le conventionnel, on ne peut montrer l'ultime. Et ensuite, Paramartha Managamya Nirvanamna Digamyate, sans réaliser l'ultime, on ne peut pas obtenir le nirvana, on ne peut pas obtenir la libération. Ouais, donc ça, c'est très, très important. Ok, et donc après, cette vérité ultime, elle a été décrite de différentes façons par le Bouddha. Ouais, comme on a dit, il y a le premier cycle, ensuite le second cycle et le troisième cycle. Ouais, ça a donné plusieurs écoles philosophiques. Et donc justement, on va regarder un petit peu tout ça, si vous voulez. Ah, je peux pas faire le partage d'écran. Ok, ça c'est embêtant. D'accord. Donc je demanderai, alors, ouais, comment faire? Comment faire? Sinon, oui, on aurait dû utiliser mon Zoom personnel. Comme ça, j'aurais pu faire ce que je voulais. C'est pas grave, on pourrait Ah oui, faire à ça. côté, c'est ça? Ouais. Ouais, on essaiera de Tu voir peux ça. pas les envoyer par le chat, c'est comme ça, nous, on l'ouvre sur notre ordi. Ah, oui, très bonne idée. Ok, ok, Je sais ouais, pas très si c'est bonne possible, idée. mais ça se fait.
au moins vous envoyer le lien. Comme ça, vous pourrez. OK. Ouais, ça aurait été bien qu'on puisse les voir ensemble. OK. Ça, tu dois être administrateur, mais c'est ça. Ouais, Ouais. Tu peux envoyer Au un moins comment. message, envoie un message c'est à Stéphane. Tu envoies un message à Stéphane. ouais, exactement. Mais là, il n'est pas Les trois- disponible aujourd'hui. Ah ouais. 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 Oui, je n'avais pas pensé à ça. Ouais. Bah, je vais quand Ouais. même vous envoyer le lien, sauf qu'on va pas regarder tous les diapos au même endroit. Ça risque de nous confusionner encore plus. Tu, Donc, je lui enverrai un message pour cet après-midi, c'est pas très grave. tu décris la diapo. Oui, ouais, ça va être encore plus. Ok, c'est pas grave. Comment chacun comprend, c'est encore différent. Après, on Ouais. décide chacun, puis comme ça, c'est rigolo, on peut voir. Oui. Le mieux, c'est qu'on les voit tous en même temps, comme ça on est sûr qu'on n'est pas. Parce qu'après, on va se demander, tiens, on est. Déjà qu'on ne sait pas tous à quel numéro de page on est, ou quel numéro de strophe on est, alors imaginez pour les diapos. Des fois même, on se trouve de groupe. Ça arrive aussi. De livres, carrément. Ouais. Ou de livres. Exactement. Donc, j'essaierai de voir avec Steven pour cet après-midi que je puisse être hôte. Sinon, on se connectera sur mon Zoom. Comme ça, on est sûr que voilà, on puisse être tous sur le même truc. Ok, c'est pas très grave. Ce qu'il faut essayer de voir, c'est que, en effet, comme vous le savez, le Bouddha, donc, comme le dit le Bodhisattva Shantideva, il y a les personnes ordinaires et les yogis. Et même parmi les yogis, il y en a qui surpassent certains autres. Ouais, ça veut dire que certains ont des vues supérieures aux autres. Ok. Donc ça vient justement dans le premier cycle de l'enseignement du Bouddha qui parle de quoi? Le premier épisode? Cette noble vérité. Des quatre nobles vérités. Très bien. Ok, leurs 16 aspects. Ok. Et Ouais. donc, dans ce premier cycle, le Bouddha a surtout parlé du non-soi personnel. Il ne s'est pas trop préoccupé du non-soi des phénomènes. Ouais, vous savez qu'il y a le non-soi de la personne et le non-soi des phénomènes. Ouais, donc ça veut dire que la personne n'est pas un phénomène. Il n'y a pas d'implication. La personne est un phénomène. Oui, Ouais. Mhm. Oui, Elle existe. exactement. Donc ça veut dire que c'est un phénomène parce qu'elle existe. Ouais, phénomène et existence, c'est la même chose, ouais, en philosophie bouddhiste. Ouais, ok. Donc puisque la personne est un existant, la personne est un phénomène. Ok. Mais ici, quand on distingue la personne et les phénomènes, ça veut dire que les phénomènes en particulier, ça va être les autres existants autres que les personnes. Et en particulier les agrégats. Ou en particulier les agrégats, c'est très important. Les agrégats en dépendance desquels la personne est imputée. Ouais. OK. Les agrégats, c'est quoi? la forme, la sensation, l'identification, les facteurs composés et la conscience. Ouais, magnifique. 100 points pour Vraiment. Gryffondor. Magnifique. De C'est le 1. mantra de Gryffondor maintenant. Pardon? C'est le mantra de Gryffondor maintenant, ça. De toute façon. Oui, exactement. C'est le mantra de Gryffondor. Forme, sensation, identification, facteur composé, conscience, par cœur. C'est encore plus puissant que le mantra de Arya Manjushri. Bravo, bravo. OK, c'est super. Très bien. Et donc, pourquoi c'est important de comprendre ces agrégats? Parce que c'est en dépendance d'eux qu'on va essayer de réaliser ce qu'est la personne. Ouais, on va essayer de comprendre ce qu'est la personne en dépendance des agrégats. OK. Donc, quand on parle des agrégats, on parle surtout des phénomènes autres que la personne. Et quand on parle de la personne, on parle bien sûr d'un phénomène qui n'est pas les agrégats eux-mêmes. OK, très bien, très bien. Très bien. Et donc, pourquoi est-ce que le Bouddha, dans le premier cycle, a parlé surtout du non-soi personnel? Parce que, en effet, on commence toujours par ça. On se dit, mais qui suis-je? Où vais-je? Où cours-je? Dans quelle étagère? Ouais, on se pose la question par rapport à soi-même. Ouais. Mhm. Donc, forcément, le Bouddha a tenté de répondre. Ouais, qui sommes-nous? Nous qui sommes assis confortablement en train de se poser la question, qu'est-ce que l'ultime, etc. Ouais, qui suis-je? Ouais, qui est ce jeu, etc., etc. Et donc, c'est pourquoi le Bouddha a surtout enseigné le non-soi personnel dans le premier cycle. Ouais, ce C'est premier cycle qui pour ça ou s'adresse. c'est parce qu'il s'adressait à des personnes qui recherchaient la libération individuelle aussi. Mhm. Oui. Ça n'a rien à voir. Alors, euh, oui, on pourrait dire ça aussi d'une certaine manière, parce que pour les écoles non prasangika, ce qui empêche le nirvana, c'est la saisie du soi de la personne. Ouais. Pour les écoles non prasangika,
Ce qui empêche le nirvana, c'est la saisie du soi personnel. Ouais. Et ce qui empêche l'éveil omniscient, ouais, pour ceux qui acceptent le soi des phénomènes ou le non-soi des phénomènes, ouais, pour les non-prasangika, les écoles mahayanistes non-prasangika ont considéré que ce qui empêche l'éveil, c'est la saisie du soi des phénomènes. Ah, c'est pour ça. C'est magnifique ça. Parce que c'est plus subtil. Ouais, ouais. Si le grossier est plus facile à éliminer que le subtil, vous êtes d'accord? Le vrai J'ai une question. Oui, Le grossier, c'est la personne. En fait, oui, tout à fait. quand tu compares phénomène et personne, c'est ça. C'est Ouais, que la saisie, ok. tout à fait. La saisie du soi personnel, pour les non-prasangika, hein, la Ouais. saisie du soi personnel est nécessairement plus grossière que la saisie du soi des phénomènes. Et donc, comme c'est plus grossier, c'est plus facile à éliminer. Et donc, entre le nirvana personnel et l'éveil omniscient, le nirvana est plus facile à obtenir. Hmm. Parce qu'il suffit d'enlever les grumeaux. Comme on a dit, vous faites tomber votre t-shirt dans la boue. On commence d'abord à enlever les grumeaux, les traces très grossières. Mais ça, c'est plus facile. Les traces plus subtiles, c'est plus difficile. Ouais. Et donc, forcément, plus que le grossier est plus facile à éliminer, eh ben, ils vont dire c'est ce qui empêche la libération. Ouais. Et la saisie subtile, la saisie du soi des phénomènes, c'est ce qui empêche l'éveil, parce que c'est plus subtil. Ouais, ça joue. C'est Ouais, magnifique, ça. ouais. Pour les prasangika, comme on a dit tout à l'heure, pour les prasangika madhyamika, faut considérer que on a une mère et trois pères différents. Ouais, ce sont les mérites qui font la différence. La sagesse de la vacuité est toujours la même. C'est toujours une sagesse profonde de la vacuité, de l'existence inhérente de la personne et des agrégats. Ouais. Mais pour les non-prasangika, ils vont considérer que la saisie du soi des phénomènes, c'est plus subtil, la saisie du soi de la personne, c'est plus grossier, et donc la saisie du soi de la personne, c'est ce qui empêche le nirvana, la saisie du soi qui empêche l'éveil d'un Bouddha. Ouais, si vous avez déjà ça à l'esprit, c'est déjà énorme. Ouais, ok, c'est à apprendre par cœur. Eh bien. Et cette saisie du soi de la personne elle-même, elle est divisée en grossier et subtil, ouais, comme on l'a dit. Ouais, il y a l'Atman, tel que les non-bouddhistes l'acceptaient. Ouais, dans les traditions brahmaniques, etc., on considérait que la personne avait une existence permanente, unitaire et autonome. Ouais, pourquoi permanente? Parce qu'ils acceptaient le karma. Il disait par exemple, quand il y a plusieurs ères cosmiques par le passé, vous avez accumulé un karma. Si la personne changeait, si elle n'était plus la même, comment est-ce qu'elle pourrait éprouver les fruits karmiques? Et donc, il faut qu'elle soit permanente, il faut qu'elle soit toujours la même pour que tout au long de la ligne de la continuité, ce soit la même personne qui accumule le karma, la même personne qui éprouve les fruits karmiques. Vous êtes d'accord? Ok, et donc c'est pourquoi beaucoup d'écoles non bouddhistes considéraient que la personne devait être permanente. Ok, si, ils disaient si la personne change, elle n'est plus tout à fait la même. Et donc un tel travaillerait pendant un mois et une autre personne irait récupérer le salaire à la fin du mois. Ce serait pas juste du tout. Oui, Maria? Oui, mais alors s'il est dit qu'il n'y a ni commencement ni fin, il y a quelque chose qui m'échappe. Oui. Enfin, pas qu'une chose, bien entendu, mais voilà. Oui, si on dit ni commencement ni fin, oui. Oui, par rapport à ce que tu étais en train d'expliquer, Oui. s'il n'y a ni commencement ni fin, est-ce est-ce que le rêve serait concomitant avec, avec enfin, l'apparence, elle serait, elle ferait partie intrinsèque de ce qui est une réalité subtile? Parce que sinon, comment cumuler le karma? Oui. Donc, tu veux dire comment est-ce qu'on accumule le karma dans la compréhension? Ah, Steven! Ah, c'est cool! Ah, Tu es là, tu vas pouvoir faire en sorte qu'on ait des diapos. Oh là là, c'est magnifique ça. Ok. Est-ce que ta question, Maria, c'est comment est-ce il est possible d'accumuler du karma au sein même de la vacuité ou...
ou j'ai pas très bien saisi ta question. Oui, au sein de cette vacuité, qui n'a ni commencement ni fin, n'est-ce pas? Ouais, Comment est-il possible, s'il n'y a ni commencement ni fin, de cumuler du karma? ouais. Ça m'échappe. Ça Mm. m'échappe. Il y a quelque chose entre les deux qui je Ouais. n'arrive pas à saisir. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que l'accumulation karmique, il n'y a pas une première Oui, accumulation c'est ça. de karma. Ouais. Il y a pas de générique de début. Ouais, Oui, c'est ça. ouais. Et donc, même dans l'accumulation karmique, on a tous accumulé du karma à un nombre incalculable de fois par le passé. Il n'y a pas de première accumulation de karma. Ouais. Il n'y a pas de cause. Ah, merci Steven, ne pars pas tout de suite. Est-ce que tu peux me mettre haute pour que je puisse faire un partage d'écran? On était content de te voir aussi pas pour ta simple personne, mais aussi pour que tu puisses m'autoriser à faire un partage d'écran. Parce que là, je pouvais pas en fait, si c'est possible. Je sais pas Je s'il pense- nous entend. Oui, Ouais, je on pense doit que peut-être lui écrire, non? ouais. Sinon, cet après-midi, c'est pas grave. Sinon, cet après-midi, de toute façon, il reste plus beaucoup de temps jusqu'à midi, donc on va peut-être pas avoir les diapos maintenant. Mais si Steven, si c'était possible que cet après-midi, ou alors, si c'est pas possible, on se rejoint sur mon Zoom perso cet après-midi. J'enverrai un lien à tout le monde. Et comme ça, on est sûr qu'on puisse se rejoindre, mais pour avoir quelque chose de visuel, parce que ces points-là sont pas évidents. Ouais, donc simplement pour répondre à la question de Maria, il n'y a pas eu de début, et donc il n'y a pas eu de première accumulation de karma. Allô? Vous Ouais, m'entendez? salut Steven. Ouais. Oui, bon. Est-ce- Ouais, je peux pas entendre très bien et je peux pas allumer la caméra, mais il y avait une question pour le technique pour Oui, l'après-midi? oui, si cet après-midi, je peux être hôte pour faire un partage d'écran. Ouais, d'accord. Merci. Bah, je vais faire je vais faire maintenant pour que tu es haute et puis il faut juste laisser allumer, Ah, je ok. pense. D'accord, bah Parce pourquoi que pas. si tu déconnectes, ça va couper les privilèges d'autres. Ouais. D'accord, ok. Donc Ouais. j'espère que mon 4G va tenir tout le temps. Ah, bah sinon non, je peux. Ouais, si ça c'est un problème, alors je vais refaire à 14 heures. C'est 14 heures, non? Oui, voilà, exactement. Oui. Et comme ça, il suffira juste de cliquer pour que je sois haute et après, Ouais, t'auras ton après-midi tranquille. d'accord. Ok, super. Alors, je fais maintenant. Attends, voir si ça marche. Avant, je faisais jamais ça. Du coup, Là, on n'en aura pas besoin ce matin. Il n'y aura pas besoin parce que on oui, aura... mais au moins, je peux voir si ça fonctionne ou Ah pas. oui, exactement. Ouais, ok. Ok, ok, ça marche pas. C'est pas grave. Ça va s'afficher quand je serai haute. Ok, très bien. Donc oui, en effet, il n'y a pas de générique de début. Et donc, il n'y a pas de générique de début, il n'y a pas de première accumulation de karma, non? On en a tous accumulé des milliards et des milliards et des milliards et des milliards. C'est effrayant. Mais de façon illusoire, du coup, parce que s'il n'y a pas de commencement, de premier acte, et ça peut vraiment naître, comment ça peut... donc, Comment ça peut vraiment naître? ben, s'il y a, il y a pas de naissance, s'il y a pas de premier, il y a bien quelque chose qui a déclenché ça. S'il n'y a pas de choses qui ont déclenché ça, c'est que c'est illusoire, quoi, toute cette accumulation de karma. Alors, illusoire dans quel sens? Est-ce que c'est parce que c'est... Un peu comme si c'était triché, quoi. Comment dire, qu'on trichait au niveau des règles du jeu, j'ai l'impression. Oui, On donne une apparence de quelque chose alors qu'en fait, il n'y a rien qui le fait naître. Il n'y a pas de quelque chose en premier qui l'a fait naître. ouais, Comment un ok. truc peut arriver si c'est pas né, quoi? C'est ça que je comprends pas. Peut-être ça la question de mariage, je sais pas. Oui, à peu Ouais, près, oui. oui, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que la personne, le continuum de la personne a toujours été avec les 12 liens que vous connaissez par cœur. Je ne vous ferai pas l'offense de vous les demander, Oui. parce que vous les connaissez par cœur. Oui. Et, donc et donc, on a nécessairement la personne qui a repris naissance en dépendance des 12 liens. D'ailleurs, quand on parle du premier lien, qui est l'ignorance fondamentale, c'est pas un générique de début, c'est pas
un âge d'or ou le contraire d'un âge d'or ou comment dire un premier Oui, péché initial, oui, par etc. défaut, on rentre comme ça dedans. Par défaut. Oui, il n'y a pas eu un moment où on est entré dans le samsara, on a toujours été dans le samsara. Hmm. Mhm. Ouais. Et donc les Mais 12 liens sont des cycles interminables qui n'ont pas de début. Ça a toujours été comme ça. Mais s'il n'y a ça peut pas de avoir une fin, début, par contre. ouais. S'il n'y a pas Ouais. de début, ça peut pas être vrai, en fait. Pourquoi? Bah, je sais pas, il y a toujours un début à quelque chose de vrai, à mon avis, hein. Ouais. S'il n'y a pas de début, il faut que ce soit. Ça peut pas être Je vrai. vois pas comment quelque chose peut exister sans être né, quoi. Ouais, par exemple, le continuum de conscience, il n'a jamais eu de début. Le continuum de la matière n'a jamais eu de début. Oui. Annick, tu as peut-être une réponse. Non, j'ai une question qui va dans le même sens. Bonjour à tout le monde déjà. En fait, pour moi, j'abonde dans leur sens, j'ai jamais compris cette histoire. Surtout que on a vraiment au cœur de notre philosophie la notion de cause à effet, de Mm. causalité. Donc, il y a d'abord une cause, ensuite un effet, et ainsi de suite à l'infini. Mais il y a quand Oui. même une cause. Donc, c'est incompréhensible de se dire il Oui. n'y a pas de cause première. Pour moi, Exactement. c'est complètement illogique et j'arrive pas du tout à Ouais. saisir ça. Parce qu'une cause est nécessairement un effet. Vous êtes d'accord? Une cause est nécessairement impermanente pour donner son effet. Donc, elle est elle-même un effet. Et donc, elle est nécessairement produite par une cause qui elle-même est un effet, qui est produite par une cause, qui est un effet, qui est produite par une cause, etc. Oui. Mais là, tu pars du principe, enfin, je dis tu, mais le Bouddha part du Bon, c'est principe, pas la même chose, hein, moi et le Bouddha. mais tu es son représentant thérapeutique légal. Ouais, ça a l'air Et de marcher, c'est cool. combien de points entre toi et le Bouddha? Alors, contradictoire. Merci, Steven, ça marche. Parce que Ça je voulais... marche, super. Je vais vérifier si Il je peux a des iPads, partager. il a des Ah non, iPads là, au travail je et peux après toujours il pas. a mis une observation, il a dit Oscar utilise son iPad en classe. Ok, je peux toujours Ouais. pas partager l'écran, mais c'est pas grave. C'est pas grave, Steven, on fera pour cet Ah après-midi. non? Ok. Ben, j'ai fait co-host. Attends, je vais faire host. Ah si, là ça marche, ok, là ça marche. Oui, ça Ok, marche? là ça marche, Ok. ok. Super, merci Alors, beaucoup. alors, je vais rejoindre à 14 heures pour refaire, au cas Ok, où ça marche pas. super. Merci. Ok. Merci beaucoup. Alors, Merci, Steven. bonne continuation. À Merci, plus. Merci à Steven. toi. À bientôt. Merci Stéphane. Ok. Ciao. Donc cette question est très importante et si vous avez l'art de la sagesse de sa sainteté Dalai Lama à la maison, pour regarder à un moment donné, il y a une mention pour ça. Ça veut dire que la vacuité ne réfute pas la possibilité du continuum du simple jeu. Au contraire, elle l'implique d'une certaine manière. Ok. Donc en effet, il n'y a pas de début du point de vue bouddhiste, il n'y a pas une première origine, une première cause. Et d'ailleurs, on verra dans la suite du chapitre 9, c'est magnifique puisque le Bodhisattva Shantideva réfute Ishwara, ouais, le Dieu créateur dans les traditions non bouddhistes indiennes à l'époque. Il réfute une cause créatrice première. Donc ça, on aura le temps de revoir tout ça, c'est magnifique ça. Ouais. Donc si on disait par exemple qu'il y a un début au continuum de la conscience, par exemple, ça veut dire qu'à un instant T, il y a ce qui est éclairé cognitif, ce qui est de la conscience, et l'instant T moins un, il n'y avait pas cette conscience. Ouais, ça veut dire que cette conscience a été produite par ce qui n'est pas de la conscience. Là, ça pose question. Oui, Ah, ça, je suis d'accord. Et puis, par exemple, s'il y avait un premier acte, tout notre continuum serait teinté de la nature de ce premier acte. Si notre premier acte était vertueux, tout le reste serait vertueux. Puis ça ouais. entraînerait des effets vertueux, puis des causes vertueuses. Et or, c'est pas le cas. Pas Tantôt, on a... nécessairement, parce qu'on aurait pu remettre en question cette causalité, ou cette causalité aurait pu mûrir de manière non, très à court terme, non? mais non, parce que si on plante une graine de cette nature, on aura un fruit de cette nature. Du coup, j'ai du Oui. mal à voir comment on pourrait changer, quoi. Et comme le fruit advient, la graine cesse, et donc on aurait pu, au cours de ce continuum, accumuler d'autres graines, d'autres karmas. Ouais, donc c'est pas contradictoire. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'il n'y a pas de premier acte, il n'y a pas de premier karma. Il n'y a pas de début au continu de la conscience. C'est ça qui est magnifique. Moi, je trouve que c'est magnifique parce que ça peut donner le vertige. C'est qu'on se dit, on a toujours été là. Notre continuum, pas nous sous cette forme-là, mais notre continuum a toujours été là. C'est ce que dit le disciple direct de Arya Nagarjuna, ouais, Aryadeva, dans le Chatushataka, les quatre sens. Il dit, si on réalisait à quel point on avait toujours souffert depuis des temps sans commencement,
On en aurait eu marre depuis longtemps. On aurait cultivé le renoncement depuis longtemps. Et là, on ne s'en souvient pas. On ne s'en souvient pas qu'on a toujours, notre continuum a toujours existé. Il n'y a pas eu une première production. C'est d'ailleurs ce que dit Sainte aussi dans 100 éléphants sur un brin d'herbe. À un moment donné, il dit que quand dans la tradition Nyingma, on parle de la conscience qui est incomposée, ça veut dire que le continuum n'est pas produit. Ça veut dire qu'il n'a pas un premier instant, ce continuum. Ouais, nécessairement, un instant est produit d'un autre instant qui est produit d'un instant antérieur, etc., etc. Mais alors, c'est pour ça qu'on dit que c'est semblable à un rêve. C'est parce qu'il n'y a pas de premier instant, du coup. Alors, il n'y a pas de corrélation entre semblable à un rêve et le fait qu'il n'y ait pas de premier instant. Parce que, on pourrait dire que, au contraire, on essaye, par exemple, tout à l'heure, cette citation de l'Anavatapta Nagaraja Paripricha Sutra, ouais, qui dit Grand Shikyan Lekeba Demake de la Kaiva Shigemayin, ouais, tout ce qui est né n'est pas vraiment né. Il n'y a pas ici de production en soi. Ça veut dire que pour les Prasangika, la causalité réfute l'existence inhérente. Ouais, c'est là où s'il y a la Oui. production, il y a l'absence d'existence inhérente. Alors que là, c'est l'absence de production première. Donc ce serait pas, Ah, mais la pas production vraiment la même première, chose. ça implique pas nécessairement une production réelle inhérente, Ah donc non, pas substantielle. nécessairement. Ah, Mais ça aurait tendance, on pourrait dire à ce moment-là que d'un certain point de vue, c'est pour ça que le Bodhisattva Shantideva s'en occupe d'ailleurs dans ce chapitre 9, ouais, de cette cause créatrice première. Parce que si elle existait, cette cause créatrice première, pourquoi est-ce qu'à un moment donné, elle créerait quelque chose et pas avant? oui, oui, oui. Ouais, qu'est-ce qui fait que cette cause... Alors là, on est en train d'anticiper dans la suite du chapitre, Oui, peut-être qu'on en mais parlera. on en reparlera. Ouais, Hmm. essayez d'envisager le fait que la conscience, et la conscience mentale en particulier, et la conscience mentale subtile en particulier, elle est nécessairement produite en dépendance d'un instant cognitif immédiatement antérieur qui lui-même est produit par un instant cognitif immédiatement antérieur, etc. Et sans début, parce que sinon, ça veut dire que un premier moment de clarté cognitive viendrait de ce qui n'est pas de la conscience. Et là, ça pose question. Ouais, Quand on sinon, dit c'est sans naissance, faut dire c'est sans origine, mais ça naît quand même d'une cause antérieure. ah oui, exactement. Ouais, d'accord. Oui, oui, exactement. Et quand on dit sans naissance, pour les Prasangika, ça veut dire sans production en soi, sans production inhérente. Hmm. Ok, oulala. Ça Ouais. ne veut pas dire qu'il n'y a pas de production. Ouais, hein, au contraire, il y a une production conventionnelle. Ouais, par exemple, là, je vais préparer le repas. Je vais nécessairement produire quelque chose. Sinon, la vacuité me mettrait en vacances. Ouais, je pourrais m'abstenir de préparer le repas. Ouais, ça veut dire, je vais dire à ma mère, il n'y a pas de forme, pas de sensation, d'identification de facteurs composés, pas de repas. Elle va me regarder de travers. Ok, donc on va essayer de se préoccuper du repas. Alors, cet après-midi, il y aura les diapos. On va reparler des écoles philosophiques tranquillement. Oui. Et on va reparler du non-soi, les différents types de niveaux de non-soi tranquillement, pour être sûr qu'on est tous à peu près, on soit tous à peu près avec le même contenu informatif. Ouais? Et on va y aller tranquillement. N'hésitez surtout pas à ralentir les chevaux et à reposer des questions et à vous poser des questions à vous-même et ne pas prendre ce que je dis comme parole d'évangile. Ouais, ça c'est très important. Ouais. Ok, merci beaucoup. Et donc à tout à l'heure, on peut faire des dédicaces pour la longue vie de Sa Sainteté Dalai Lama et son excellente santé pour l'excellente santé et la longue vie de Lama Zopa Rinpoche Yangtze, sa réincarnation, et pour que nous puissions tous un jour voir tous les êtres obtenir le bonheur le plus rapidement possible grâce à Bodhicitta et à la sagesse de la vacuité. Merci beaucoup et bon appétit. À tout à l'heure. Merci. Bon appétit. Merci, Alors, c'est 14h, c'est ça? merci. 14 Merci. heures, à 14 heures, oui, ça marche. 14h, 14 ok. heures, heure française ou suisse. Heure française. Et puis, Ah, quelle chance, on a la même. heure de Lausanne en plus, Christine. Oui, exactement. Pardon, même à Lausanne. Heure de Ouais. Lausanne. Heure Ouais. de Heure Lausanne. de Lausanne. Oui, moi je mets ça des fois. Ça marche, à C'est tout l'heure à de l'heure. Paris que je suis avec les Indiens. Ciao. Bon appétit. À Bon toutes, bon appétit à tous.